Faut-il s'inspirer du fonds Mid-Europe d'indépendance (AM)? C'est ce qu'on va regarder en analysant le rapport de gestion publié en mai 2025 sur les données d'avril 2025. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche si ce n'est pas déjà fait. Installez-vous confortablement et on va passer en revue ce rapport de gestion. On commence par donc, les éléments quantitatifs du fonds. Malheureusement, ils ne peuvent pas encore afficher les performances puisque le fonds n'est pas assez vieux. Il n'a que 6 mois d'existence. Ce qu'on peut regarder, ce sont les principales variations qui sont données dans le rapport. On voit qu'en surperformance, on a du Saint-Gobain. Étonnant, hein, Saint-Gobain, ça commence à être bien valorisé. On a du Implenia, Hegemans, De Richebourg et Fage. Sur ces valeurs, alors pour Saint-Gobain, c'est assez étonnant parce qu'ils sont quand même liés au cycle en Europe, mais ils sont quand même au cycle, on va dire, résidentiel, et puis les constructions en Europe, mais ils sont quand même assez bien diversifiés. Implenia, ils nous mettent valorisation faible, je ne connais pas assez de dossiers. Hegemans, c'est aussi une bonne petite société qui n'est pas très chèrement valorisée, une société néerlandaise, dans la promotion, dans la construction. Donc ça rebondit. Rien à signaler sur De Richebourg et Eiffage, à mon avis, c'est surtout en fait, de la décote qui se réduit un petit peu. Sur ce qui est performance inférieure à l'indice, on retrouve tout ce qui est lié au pétrole, donc Total Energy. Ils ont oublié un S ici d'ailleurs. Next Geosolutions, c'est pareil, c'est du parapétrolier, donc c'est entraîné avec la baisse du baril. Shell, même chose, entraîné par la baisse du baril. Alten, donc eux, c'est plutôt du coup la frilosité des donneurs d'ordre, de ces boîtes de services et de ESN ou de R&D externalisé. Donc Alten, on va aller voir pour moi, mais le cycle la cycle baissier ne sera pas éternel, mais je pense que c'est quand même intéressant à ce niveau. Et Tenaris, donc ça c'est le Vallourec italien, donc même topo, entraîné par la baisse du baril, puisque les parapétroliers ont un bêta supérieur aux pétroliers, c'est-à-dire que quand le marché baisse, ils amplifient la baisse, et quand ils montent, ils amplifient la hausse. Les principaux mouvements et le commentaire de gestion, ils nous disent qu'ils ont réouvert une position dans Clinica Baviera, ou alors ils l'ont ouverte, en tout cas dans ce fonds. C'est que la valorisation, il faudrait que je mette à jour, dites-moi en commentaire si vous voulez que je mette à jour la valorisation de Clinica Baviera. C'était intéressant il y a encore quelques mois, pas très chèrement payé pour la croissance. Donc, ils remettent ça en portefeuille, ou en tout cas, ils mettent ça en portefeuille dans ce fonds. Royal BAM, ils l'ont rentré aussi dans les autres fonds. Saint-Gobain, donc du coup, ils l'ont rentré en portefeuille et d'un bien repris. Pour moi, c'était trop cher, Saint-Gobain, mais à mon avis, ça correspond à leurs critères quantitatifs et c'est finalement pas si cher que ça. Et c'est parce qu'ils avaient récemment corrigé, donc voilà, c'est ça. Saint-Gobain, c'était assez chèrement valorisé, enfin relativement par rapport à l'historique. Ça a dû baisser depuis le début de l'année, donc ils ont mis à profit cette baisse. Eh bien joué. Ils ont renforcé du SEB, donc ça, il faut voir pourquoi. À mon avis, c'est que ça reprend en Chine aussi. Ils ont renforcé du Publicis. Alors, pareil, pour moi, c'est un peu chèrement valorisé maintenant, mais ils vont, à mon avis, ils ont raison. Ça doit être décoté, ça a dû baisser au début de l'année. Subsea 7, je ne connais pas. Implenia, je ne connais pas assez bien. Donc, ce qui est intéressant, c'est le fonds a clôturé ses expositions en AFRY, donc ça, je ne connais pas, et Worldline. Worldline, on a fait quelques vidéos sur la chaîne. Ça rentre dans les critères quantitatifs, ça c'est sûr. C'est vraiment pas cher, Worldline, mais le management est nul, et donc ça rebondit jamais. Ça rebondit jamais, donc c'était un value trap, et bien leur a pris de s'alléger sur ce dossier qui ne respecte pas les critères qualitatifs. Alors ensuite, on va regarder la variation des principaux investissements. Difficile de dire si les pondérations varient à cause de la hausse ou la baisse du titre, ou s'ils se sont renforcés, parce que, à part si on se fie à ce qu'ils disent ici, mais il faut se méfier. Ils ne disent pas toujours clairement tous les mouvements, donc on ne peut pas le prendre pour argent comptant. Bon, ce qu'on va voir, c'est que Dassault Aviation, ça reste la première position du fonds, et c'est aussi une des premières positions des autres fonds. Ils aiment bien cette valeur. Pour moi, ça commence à être un peu cher quand même. Il faut peut-être retraiter le cash aussi pour voir si on est quand même à des niveaux de valorisation trop élevés. Danieli, c'est pas mal, c'est vraiment pas cher payé. On va aller voir tout ça ensuite dans la watchlist, mais Danieli, c'est pas mal. Pas très cher payé. CAF non plus, le producteur de wagons espagnol. Vicat évidemment, on connaît Vicat, on la suit sur la chaîne, je l'ai en portefeuille. Moi, je commence à m'alléger. Après avoir fait un buyer, c'est-à-dire 100% et plus sur le dossier, je pense qu'il n'y a plus énormément de potentiel de redressement des multiples. Donc je pense que il faut commencer à s'en séparer. Peut-être qu'ils font une autre analyse que la mienne.
Eiffage qui était pas dans le top 3, hein, qui rentre dans le top 3, donc bien. On a Indra Sistemas, ça c'est une ligne que j'ai dans le portefeuille de mon club d'investissement et donc on a commencé à prendre nos gains, on a pris nos gains, on a liquidé la position en fait, avec une hausse de 50%, on va dire. Donc ça profite évidemment du plan de réarmement en Europe. Je pense que ça commence à devenir un peu cher. Ensuite, on a Mere Tecnimont, donc ça c'est le Technip Energy italien. C'est pas cher en ce moment. Subsea 7, je connais pas le dossier. Grupo Catalana Occidente, je sais pas pourquoi ça figure encore dans ce top 10 parce que il y a une OPA et je pense qu'ils ont apporté à l'OPA. Rebuild, ça a un peu baissé par rapport à la dernière fois, mais pas grand chose. Donc, ce qui a disparu du top 10, là, c'est Coface, hein. Donc, il faut. Alors, je ne sais pas suivi, je ne suis pas le dossier, mais peut-être que ça va dévisser. Il faut regarder. Donc, on va tout de suite sur le tableau que je vous ai préparé. Je passe en revue les différentes lignes, toutes les lignes qu'on a vues dans la précédente présentation. Si vous voulez toutes les lignes du fonds, ils les mettent à disposition. Il faut aller dans le rapport de gestion. Comme d'habitude, on passe en revue les colonnes. On a la enfin, le symbole de cotation boursière, le nom de la boîte, l'industrie dans laquelle elle opère, la market cap, la croissance, les multiples de valorisation ici, la rentabilité, l'endettement, le rendement du dividende et de l'actionnaire, free cash flow, bénéfice net, payout ratio. Bon, alors Dassault Aviation, on l'a vu dans les autres fonds, donc on passe rapidement, hein. Pour moi, c'est trop cher maintenant. On est sur des valorisations qui commencent à être trop élevées. Après, on est cash net sur le dossier. La rentabilité ici, il faut la retraiter parce qu'il y a du cash. Donc, bon, rendement des fonds propres 15,3%, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Et le payout ratio n'est pas très élevé, donc ils peuvent monter la rémunération actionnaire sans problème. Sur Eiffage, donc Eiffage, c'est pas mal, 5,2% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé 5 ans. Je pense que c'est la croissance externe surtout. Et les multiples, ils sont vraiment, vraiment très bas, hein. 6,6 en VE sur EBITDA, 12,7 en ratio coût-bénéfice. Bon, ça, c'est un peu élevé, mais 4 en free cash flow. C'est l'entreprise qui commence à dégager du flux, hein, elle n'a plus beaucoup de croissance organique. Donc, free cash flow au triple des bénéfices nets. Payout ratio à 38%, mais en réalité, il est à 15%. Donc, on a tout à fait les moyens de cette rémunération d'actionnaire sur Eiffage. Il y a un petit peu de dette, c'est ça le point à surveiller, mais sinon, bonne rentabilité. Donc, Eiffage, c'est très intéressant à ce niveau-là. Indra Sistemas, ils mettent IT Services, mais ils sont surtout dans la défense en fait. Et c'est pour ça que ça a monté. 8,4% de croissance du chiffre d'affaires avec manualisé 5 ans. Ils font des acquisitions aussi, hein. Ça doit être en partie organique et en partie externe. Les multiples commencent à être un peu élevés. On est à 12 en VE sur EBITDA. Ça, c'est la limite de prix raisonnable pour moi. Et prix value, c'est en dessous de 7 pour moi. Ratio coût-bénéfice à 22, ratio free cash flow à 13,8. Je pense que l'entreprise est plutôt on va dire, en extériorisation de flux plutôt que de consommation de flux. Donc, les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets. C'est relatif, ça commence à devenir un peu cher payé. C'est pas non plus un niveau de bulle, hein, mais ça commence à être un peu cher payé. 17,2 en rendement des capitaux investis, c'est très rentable, hein. Cash net sur le dossier, un dividende un peu bas, hein, mais ils peuvent monter cette rémunération d'actionnaire sans gros soucis. Donc Indra Sistemas, ça va dépendre de votre profil, hein. Maintenant, ça devient un dossier plutôt quality growth, donc croissance qualité, plutôt que value quality, hein. Donc je pense que ça devient un peu cher. Mon groupe au Catalana, on va pas s'attarder, c'est de l'assurance et ils ont une OPA en cours, hein, donc vous n'avez plus rien à gratter là-dessus. Subsea 7, donc là, ils sont. Alors, je sais pas très bien ce qu'ils font, hein. Energy Equipment and Service, j'imagine qu'ils font des sous-marins pour à voir, je sais pas, ils doivent faire des sous-marins, j'imagine. 4,8 milliards de dollars de market cap, 13,3% de croissance du chiffre d'affaires à rythme annualisé 5 ans. Bonne croissance, hein, donc à voir si c'est organique ou externe ou les deux. Bien, les multiples sont bas, hein. 4,8 en VE sur EBITDA, là, c'est pas cher. 7,3 en price to free cash flow. Attention qu'on a 25 en ratio coût-bénéfice, mais ça sent la dépense non cash, enfin un impact non cash sur les résultats nets, style une dépréciation exceptionnelle. Donc les autres multiples sont bas, hein, donc je pense qu'on est quand même pas trop chèrement valorisé sur le dossier. C'est un dossier qui est norvégien, je crois, hein. On est à 6,4 en rendement des capitaux investis, c'est pas très élevé, hein. Et 4,7 en rendement des fonds propres, c'est pas incroyable. Mais 0,7 en VE en dette nette sur EBITDA, donc ça, c'est pas trop endetté. On a un bon dividende, 7,8%, mais il y a de la dilution. Toujours vérifier, en fait, ici, c'est nous calculons un rendement d'actionnaire à partir du nombre d'actions en circulation, mais c'est le nombre d'actions en circulation peut provenir aussi de l'autocontrôle de la boîte, hein. Donc, c'est pas des nouvelles actions qui sont émises, donc c'est pas forcément la dilution en réalité. Il faut vérifier ce point. Payout ratio à 84%, mais les free cash flow sont au triple des bénéfices nets, donc il y a les moyens de verser cette rémunération à l'actionnaire.
Bon petit dossier à aller analyser. Par contre, niveau rentabilité, c'est pas tip top. Il faut peut-être retraiter ce chiffre-là, hein, à vérifier. Sur Webuild, on est sur 4 milliards de dollars de market cap. On est sur la construction et l'ingénierie. 18,2% de croissance sur 5 ans. Forte croissance, hein. Je pense qu'il y a des acquisitions. 5,3 en VO sur EBITDA, c'est pas cher. 20 en ratio court-bénéfice, 13,5 en ratio court cash flow. Ces deux multiples sont un peu élevés, mais le ratio de VO sur EBITDA n'est pas très élevé. Donc, il faut aller voir en détail la valorisation pour savoir si c'est vraiment intéressant. Moi, je pense que oui, hein, quand même, parce que le multiple de VE sur EBITDA, il est plus en haut par rapport, il est plus haut par rapport au free cash flow ou par rapport au résultat net. Donc, c'est un agrégat qui, voilà, qui est plus représentatif que, enfin, qui peut moins être sujet à de l'exceptionnel, bien que ça soit sujet aussi à l'exceptionnel, hein, mais on peut le manipuler, hein, cet agrégat. Donc, plutôt value, je pense. Ouais, rendement des capitaux investis qui est négatif. Donc ça, analyser de plus près, parce qu'on a vraiment les fonds propres qu'à 11. Donc là, il y a peut-être une incohérence. On est cash net sur le dossier, 2,3% rendement du dividende, 2% rendement de l'actionnaire. Bon, les free cash flows sont plus élevés que les bénéfices nets. On a les moyens de cette rémunération d'actionnaire, qui est pas très élevée. Ensuite, on est sur Merre, donc le Technip italien, 3,9 milliards de dollars de market cap, 12% de croissance du chiffre d'affaires avec manualisation 5 ans, c'est assez fort, hein. On a 9,4 en VO sur EBITDA, 16,5 en ratio court-bénéfice, 13,9 en ratio free cash flow. Pour moi, ça, c'est plus value, hein, maintenant. On est un peu cher payé. On est à 12,8% en rendement des capitaux investis, c'est très bon, et 36 en rendement des fonds propres, c'est excellent. Donc, il faut voir d'où ça vient, ça, hein. Est-ce qu'ils ont des participations mises en équivalence qui leur amènent du résultat? À vérifier. On est sur du cash net sur cette boîte. C'est des boîtes à BFR négatif, hein, donc en fait, le cash, c'est le client qui leur donne et eux, après, ils le dépensent pour réaliser le projet. 3,4% en rendement du dividende, 3,8% de rendement de l'actionnaire, donc ça, c'est absolument intéressant. Et payout ratio complètement soutenable, donc cette rémunération de l'actionnaire est soutenable. Bon petit dossier qui commence à être un petit peu cher quand même, hein, sur Meilleret. Je pense que Technip est un peu moins cher quand même. Bon, Vika, on la connaît bien maintenant sur la chaîne. Je vais avoir vers les vidéos pour vous dire que ici on va regarder vite fait, mais bon, alors croissance, ici ça c'est la croissance externe, hein. Il y a pas de croissance organique quasiment sur Vika. On est sur des multiples qui restent bas, hein. Pourtant, je prends mes profits parce que par rapport à l'historique, on est quand même très bas. On est quand même plus élevé, pardon. L'historique est beaucoup plus bas maintenant. Enfin, sur la médiane 10 ans, on est d'être à 4 fois la VE sur EBITDA, donc ça reste value après, hein, ça reste value. Je ne suis pas sûr qu'on ait un rattrapage aussi énorme du multiple de valorisation dans les prochaines années. Moi, par prudence, je préfère prendre mes profits avec déjà plus de 100% de gains. Il n'y a plus de décote sur actifs tangibles, hein. C'était aussi ça qui m'avait fait rentrer sur le titre, mais il n'y en a plus maintenant. La rentabilité est plutôt moyenne, hein, à 6% vraiment des capitaux investis, mais c'est l'industrie qui veut ça, hein. C'est très, très, très intensif en capital, donc on n'a pas une énorme rentabilité. Un peu de dette toujours, mais le management vise moins d'une fois les l'EBITDA en dette nette à horizon 2027 de mémoire. 3,5 en rendement du dividende, c'est pas énorme, hein. Alors ils ont versé un dividende de 2 € déjà sur le mois passé. 2 €, et c'est un prix de actuellement 56. Bon, ça devrait, ouais, ça doit être ça, hein. On est à 3,5, donc en fait, Vika, on a pu on aurait pu on peut dans le passé, on a pu le toucher à 5 de rendement, hein, sans problème. Maintenant, c'est plus le cas. Alors, on met un rendement d'actionnaire à 3,7%, mais il n'y a pas de rachat d'actions, en fait. Donc, à voir d'où ça vient. Bon, le payout ratio est complètement soutenable, hein, aucun souci sur Vika. Danieli, donc eux, ils font tout ce qui est construction d'usines pour la métallurgie, par exemple, entre autres. 2,6 milliards de dollars de market cap, 10% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, donc forte croissance, à voir si c'est externe ou organique. 1,4 sur EBITDA. Ah, franchement, c'est pas cher payé du tout. Alors, il n'y a pas les infos sur le free cash flow. Bon, il faut aller voir spécifiquement. Le bénéfice net à 280 millions et on se paye 2,5 milliards. Donc, on est à moins de 10 en termes de ratio coût-bénéfice, hein. Donc, c'est intéressant quand même, hein, Danieli. Il faudrait regarder s'il n'y a pas une décote sur actifs tangibles également, parce qu'il y a une décote sur actifs, sur capitaux propres. Donc, peut-être qu'il y a une décote sur capitaux propres tangibles, il faut aller voir. 4,6% de rendement des capitaux investis, c'est pas exceptionnel, hein. Ça, c'est une boîte qui est, pareil, assez intensive en capital, à mon avis, hein. Cash net sur le dossier, excellent. Un rendement du dividende à 1,2%, c'est pas mal. Si le rendement il fait 1%, ça veut dire qu'on verse pas grand-chose, hein. Ils versent 30 millions de dollars de dividendes sur un bénéfice net de 270
C'est pas, c'est 10-15%, donc c'est soutenable à ce niveau, si les free cash flow sont équivalents au bénéfice net. Voilà. Construcciones, pardon, y Auxiliar de Ferrocarriles, donc ça, le constructeur de wagons espagnol, le Alstom espagnol, on est sur 1,9 milliard de dollars de market cap, 10% de croissance du chiffre d'affaires avec annualisé sur 5 ans. Ça, à mon avis, c'est pareil, c'est d'acquisition. Un multiple de VE sur EBITDA qui est pas cher, hein, 6,8. En ratio coût-bénéfice, on a 14,7. Bon, je pense que ce multiple de VE sur EBITDA est plus intéressant à observer. Il faut voir, donc il n'y a pas les free cash flow qui ne sont pas chargés ici, il faudrait voir ce qui se passe au niveau des free cash flow, est-ce qu'ils sont équivalents au bénéfice net. Mais bon, voilà, on n'est pas très cher payé. Rendement capital investi à 12,8%, c'est quand même bien, hein. C'est une société qui est intensive en capital, mais bon, c'est assez rentable. 1,1 fois l'EBITDA en dette nette, donc pas trop de dette, c'est soutenable. 2,8% de rendement du dividende, ça nous donne quoi à peu près? Ça me donnerait un dividende à, allez, à 30 millions. Payout ratio, bénéfice net à 125. Bon, on doit être à 25-30% de payout ratio, donc c'est soutenable si nos free cash flow sont équivalents au bénéfice net. Alors, ici, j'ai oublié d'enlever Rheinmetall, hein, de mémoire. Rheinmetall n'y était pas dans les surperformances, c'est ça, hein. Donc, on va enlever. Alors, dans les surperformances, on a Saint-Gobain, Implenia, Eichmann, de Richebourg, Eiffage. Comme Eiffage est déjà ici, il ne peut pas me le remettre en bas. J'enlève Rheinmetall qui est dans les autres fonds, qui a bien performé également. Donc, Saint-Gobain, Building Products, hein, donc on est sur tout ce qui est la chimie du bâtiment, les matériaux pour le bâtiment. 57 milliards de dollars de market cap, hein, donc c'est une large cap, quoi. Croissance organique ici, 1,8%. Mais il y a ici, alors sous 5 ans, en fait, il y a eu de la croissance externe, mais Saint-Gobain a changé de stratégie et a changé de périmètre également. Donc, il s'est séparé d'une partie de son activité qui était à marge trop faible. Donc, ça a impacté évidemment le chiffre d'affaires. Donc, et maintenant, ils se concentrent vers une activité qui a plus forte marge et ça leur a bien porté chance. 8,7 en VE sur EBITDA, c'est pas value, mais c'est raisonnablement valorisé, c'est pas très cher. 19,6 en ratio coût-bénéfice, 15,7 en ratio coût cash flow. Bon, pour moi, on est raisonnablement valorisé sur Saint-Gobain. On n'est pas non plus, c'est pas exorbitant non plus. 9,2% de rendement des capitaux investis, c'est pas mal, hein, c'est une boîte qui est intensive en capital quand même. 1,3 fois les EBITDA en dette nette. Donc, quand ils font des acquisitions assez souvent, la dette remonte ponctuellement, mais ils arrivent à rembourser sans problème vu la rentabilité. Et on est sur un rendement du dividende à 2,2% et un rendement actionnaire à 3%. Donc, ils doivent racheter des actions, hein, je pense, sur Saint-Gobain. 2 milliards, donc 3 milliards de bénéfices nets, ce qui nous donne un payout ratio à 36%. Bon, c'est soutenable à ce niveau. Ils pourraient même monter la rémunération d'actionnaire sans problème. Ensuite, Edgemans, donc on est sur la construction aux Pays-Bas, 1,6 milliard de dollars de market cap, 10% de croissance. On est sur des multiples qui sont raisonnables. On va dire un multiple de free cash flow qui est même value. Donc, c'est pas trop cher payé non plus. On est à rendement des capitaux investis à 14%, donc bonne rentabilité, quasiment cash net, donc ça c'est bien. 3,2% de rendement de dividende, mais ça a l'air d'être neutralisé par de la dilution ou alors de la mise en circulation d'actions autodétenues, mais là, il y a un impact en fait sur le rendement de l'actionnaire à cause de la mise en circulation d'actions. Payout ratio soutenable, hein, mais bon, voilà. Rendement actionnaire pas énorme. Voilà, en dehors de ça, je pense que c'est pas mal, hein, comme petit dossier. C'est pas non plus bradé, mais c'est pas trop chèrement valorisé. De Richebourg, donc ça c'est plutôt un profil de recovery, et ça se passe bien, hein, sur de Richebourg. On est à 1,2 milliard de dollars de market cap. Il faut savoir aussi qu'ils ont pris une grosse participation dans Elior, hein, donc il faut suivre les résultats d'Elior quand on est actionnaire de Richebourg. 6% de croissance du chiffre d'affaires avec manualisé sur 5 ans, c'est pas mal. Ça doit être de la croissance externe, hein, là-dessus, puisque la boîte c'est sur des marchés plutôt matures. Les multiples de valorisation sont bas. 5,7 en VE sur EBITDA, c'est pas cher. 5,7 en ratio coût cash flow, pas cher. 14 en ratio coût-bénéfice. Donc là, il faut voir s'il n'y a pas de l'impact non cash dans le résultat. Donc moi, je pense que c'est vraiment pas cher ce dossier. 7% de rendement effectué investi, c'est honnête comme rentabilité. 1,9 en termes de dette nette sur EBITDA. Il y a quelques trimestres, c'était beaucoup plus que ça, donc ils se sont bien désendettés. Donc pas mal, hein, pas mal. 2% de rendement du dividende, 2,5 en rendement de l'actionnaire, potentiellement des rachats d'actions. 34 en payout ratio avec les free cash flow, vous avez les bénéfices nets. C'est pas mal, hein, de Richebourg, honnêtement, c'est value et c'est le même quality, c'est quality value, hein, ça correspond bien au dossier que privilégie William Higgins et son équipe. Implenia, donc de la construction en Suisse, 1,1 milliard de dollars de market cap, décroissance en rythme annualisé sur 5 ans. À quoi c'est dû? Est-ce que c'est du changement de périmètre?
ou est-ce que c'est la décroissance organique? Il faut vérifier. 5,3 en VO sur EBITDA, ça c'est vraiment pas très cher. 10,9 en ratio coût-bénéfice, c'est raisonnable. On n'a pas le multiple de free cash flow, c'est normal, les free cash flow sont négatifs. Il faut savoir pourquoi. Est-ce qu'il y a une dépense en capital qui est élevée ces derniers temps? Est-ce que c'est ponctuel ou structurel? 5% rendement des capitaux investis, plutôt faible. 15,2 en rendement des fonds propres, donc je pense que ce chiffre-là, il faut le retraiter. On est à 1,1 en termes de dette nette sur EBITDA, donc c'est pas trop endetté. 1,8% en rendement du dividende, 1,2% en rendement actionnaire, potentiellement un peu de dilution à vérifier. Voilà, ça c'est fait à crédit, évidemment. Pas qu'une plénière, moi j'aime pas trop ce secteur, hein, mais ça peut se regarder, je pense. Allez, on passe sur la sous-performance et pas de mystère, ce qui sous-performe, c'est l'énergie à cause de la baisse du pétrole et les parapétroliers qui sont liés à l'énergie. Donc en premier chef, on a Shell, quasiment 200 milliards de dollars de market cap, hein. Donc énorme large cap qui est maintenant exclusivement britannique. On est à 3,8% de variation du chiffre d'affaires avec manualisé sur 5 ans. C'est cyclique après, donc il faut regarder ce qui se passe en volume plutôt que par rapport au chiffre d'affaires. Les multiples sont pas chers, hein. 4,1 en VE sur EBITDA. Alors attention, 14 en 15 en ratio co-bénéfice, mais il y a du non-cash sur Shell. 6,3 en ratio co-free cash flow. Et c'est une boîte qui dégage structurellement du free cash flow maintenant. Marché mature. Donc bon, c'est pas cher payé du tout, hein. C'est pas du tout cher. 7,3 en rendement des capitaux investis. Donc rentabilité correcte. 0,7 en dette nette sur EBITDA, pas trop endetté. 4,3% en rendement du dividende. 12,2% de rendement actionnaire. Énorme. Énorme. Et est-ce que c'est soutenable? Les free cash flow triple des bénéfices nets, donc sans problème, hein. Donc Shell, vous avez peu de chances d'avoir de croissance du capital sur Shell. Par contre, si vous êtes en phase de rente, eh ben, c'est pas mal quand même, hein. C'est pas mal. Total Energy, c'est même topo, hein. Donc 132 milliards de dollars de market cap. Eux, ils ont de la croissance avec manualisé sur 5 ans. Les multiples sont tout aussi bas, donc ça c'est value, hein, complètement, Total Energy. La rentabilité est bonne, 7,7% de rendement des capitaux investis. 0,8 fois l'EBITDA en dette nette, donc c'est pas trop lourd. Et plus de générosité sur le dividende, qui est versé trimestriellement d'ailleurs sur Total Energy, 6,4% de rendement du dividende et des plans de rachat d'actions colossaux, 13% de rendement de l'actionnaire. Donc Total Energy, c'est encore mieux que Shell en termes de rendement de l'actionnaire. On est sur un payout ratio un peu élevé, mais les free cash flow plus élevés que les bénéfices nets. Donc c'est soutenable à ce niveau. Ça va bien sûr dépendre de la variation du prix du pétrole. Moi je pense que le pétrole, il va rester dans un couloir 80-60 dollars, hein, en termes de Brent. Parce qu'en dessous de 60 dollars, les non conventionnels, ils vont arrêter de pomper, donc ça va retirer de l'offre sur le marché. Et en plus, on est quand même en phase de reprise économique. Donc, alors ça ne se voit pas encore, mais les indicateurs avancés montrent que la reprise économique est devant nous. Total Energy, très bien, hein, si vous êtes en phase de rente, donc c'est pareil, hein, pas de croissance du capital à attendre sur Total Energy. Par contre, vous empochez vos dividendes trimestriellement, c'est très confortable. Tenaris, le Vallourec italien, on est sur 18 milliards de dollars market cap, 11,4% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, c'est excellent. Des multiples qui sont value, 5,4 en VE sur EBITDA, donc le ratio co-bénéfice il a 10,2, mais il doit y avoir du non-cash parce que ratio cash flow à 8,3. Donc value sur ce dossier, alors, il y a presque une décote, on est presque à la valeur des actifs tangibles, mais pas encore. 10% de rendement des capitaux investis, très bien. Cash net sur le dossier, 5,6% de rendement du dividende, très bien. Des rachats d'actions en plus, on est quasiment à 12%, avec un payout ratio qui est soutenable et encore plus par rapport au free cash flow. Donc Tenaris, très bon dossier également, mais évidemment c'est cyclique, hein, donc c'est un bêta supérieur à celui des pétroliers. Quand le baril baisse, ils amplifient la baisse sans problème, mais quand ça remonte, évidemment, ils amplifient la hausse. Donc gardez sous le coude quand le cycle va repartir, quand le cycle économique va repartir, que le prix du baril va repartir. Ensuite, on est sur Alten, 3 milliards de dollars de market cap. C'est de la R&D externalisée. 9,6% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc, croissance externe avant tout, hein, sur Alten. Les multiples qui sont value, 6,6 en VO sur EBITDA. Alors 15,6 en ratio coût-bénéfice, mais 7 en ratio cash flow. Donc actuellement, il n'y a pas de croissance organique et il ne faut pas d'acquisition apparemment. Enfin, il n'y a pas de croissance organique. Donc, on n'a pas besoin des free cash flow, on peut les rendre aux actionnaires. Donc, on dégage du flux en plus structurellement du coup. Donc, multiple de free cash flow plutôt bas, hein, et ces multiples sont les plus bas jamais atteints par Alten. Bon, après, c'est normal, on est en bas de cycle complet, le groupe est en décroissance, mais est-ce que ça sera éternel? J'en doute. Donc, on peut peut-être se positionner déjà pour la reprise de la croissance sur Alten.
c'est pas un conseil d'investissement, évidemment. 9,8% de rendement des capitaux investis, bonne rentabilité, hein, on n'a pas besoin de beaucoup de capital, hein, de toute façon, donc vu que c'est du savoir-faire. 0,2 en dette nette sur EBITDA, donc il n'y a quasiment pas de dette. 2% de rendement du dividende. Alors, il n'a jamais été très élevé le dividende, mais 2%, je pense que c'est aussi un point haut de dividende, hein. Un peu de dilution peut-être à vérifier, mais bon. Payout ratio soutenable, avec des free cash flow plus élevés que les bénéfices nets, aucun problème. Pour moi, Alten, c'est aussi un dossier à mettre en watchlist. Next Geo Solutions, donc eux, ils sont aussi dans le parapétrolier, 466 millions de dollars de market cap. Alors, croissance n'est pas dispo, malheureusement. Un multiple de VE sur EBITDA à 3,8, c'est pas très cher. Mais ensuite, il y a des éléments, à mon avis, qui impactent les flux de trésorerie et le résultat net pour qu'on soit, qu'on soit à 10 et aussi haut, quoi, en termes de ratio. On a 25,4 en rendement des capitaux investis, c'est excellent. 45 en rendement des fonds propres, c'est puissant, hein, cette boîte. Cache-tête sur le dossier. Et attention qu'ils nous mettent un rendement d'actionnaire qui est négatif. Donc ça, il faut aller voir. Est-ce qu'il y a eu un split? Et donc, dans ce cas-là, l'outil ne comprend pas ce qui se passe et nous met une dilution, alors que c'est juste qu'on a divisé le nominal des actions. Est-ce qu'il y a eu une augmentation de capital? Dans ce cas-là, oui, il y a une dilution. Il faut aller vérifier. Pas de dividende versé, apparemment. Qu'est-ce qu'on garde dans cette liste? Quels sont mes dossiers favoris? Alors, si vous allez plutôt vers les large caps, moi je pense que Eiffage, c'est pas mal. Si vous êtes rentier, Shell, Total Energy, intéressant. Même Tenaris, mais ça sera un peu plus volatile. Si vous voulez attraper de la croissance qui est pas chère en ce moment, mais la croissance qui va potentiellement revenir, on peut prendre du Alten, c'est pas mal. Tenaris, ça sera volatile, mais Tenaris, c'est pas mal aussi. De Richebourg, j'aime bien le dossier recovery, hein, c'est bien reparti. Vous avez aussi donc CAF qui est pas mal, j'ai l'impression, et Danieli, ça a l'air pas mal. Vika, je ne le cite pas évidemment parce que moi je suis en train de prendre les profits. Après, ça reste value, ça reste pas très cher, hein, donc ça peut être intéressant aussi. J'espère que cette revue du fonds Europe Mid d'indépendance AM vous a intéressé. Si c'est quand même un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.